Bonjour à tous, je suis Robin Guibal, je travaille au GRES, au groupement de recherche eau, sol, environnement à l'Université de Limoges. Et je vais vous présenter aujourd'hui le travail que nous avons fait en collaboration avec l'IRCA de Bordeaux, qui était d'utiliser la BNVD, la Banque nationale des ventes par les distributeurs agréés, pour faire une analyse ou un retraitement rétrospectif de la contamination des bassins versants par les pesticides et leurs métabolites. Alors pour commencer, la zone d'étude, elle se situe dans le département de la Corrèze, dans l'ancienne région Limousin, avec un contexte environnemental particulier, c'est-à-dire que nous sommes en présence d'une zone rurale, d'une densité hydrographique assez importante, comme vous pouvez voir sur l'image, où nous sommes plutôt en tête de bassin versant, et aussi en présence de polyagriculture, avec de l'élevage extensif de bovins à viande. Et une spécificité du bassin versant, c'est la culture de la pomme. Donc, si on regarde un petit peu, l'élevage de bovins représente plus de 90% de la surface agricole utilisée avec les prairies, les cultures céréalières et les pâturages. Et si on regarde la culture de la pomme, elle représente finalement que 0,7% de la surface agricole utilisée. Donc c'est une culture très marginale. Vous avez la carte représentant les surfaces agricoles utilisées. En rouge, ce sont la culture de la pomme. Donc on voit que c'est très, très faible, donc moins de 1%. Voilà pour le site d'étude. L'échantillonnage a été fait par échantillonnage passif de type PO6. Et sur 3 années de suivi continu, 2012, 2013 et 2014, en utilisant 2 sites de prélèvement. Et ensuite, nous avons analysé les échantillons par HPLC couplé à un spectromètre de masse, un cutoff, donc un spectromètre de masse à temps de vol, sur 45 pesticides suivis. Ensuite, le deuxième outil, c'est la Banque nationale des ventes des produits phytosanitaires par les distributeurs agréés, la BNVD dont on a parlé un petit peu hier avec la présentation de l'agence de l'eau Meuse. C'est une base de données qui émane du Grenelle de l'environnement de 2008 et qui recense tous les pesticides vendus sur le territoire français par commune ou par département et par substance active. Donc à partir de là, on va considérer une hypothèse de travail qui est les pesticides vendus dans une commune sont utilisés dans cette commune-là, et l'année d'achat et l'année d'utilisation aussi. Donc par exemple, si on prend le cas de la Corrèze, voilà entre 2012 et 2014 ce qui a été vendu. Donc ce sont le premier graphique en orange ici. Donc le tonnage est stable durant les 3 années de suivi, c'est-à-dire qu'on a à peu près 150 tonnes de pesticides vendus. Si on s'intéresse maintenant uniquement aux parts de pesticides organiques vendus, cela représente de 50 à 65%, avec une légère diminution de 2012 à 2014. Et maintenant, si on regarde les pesticides vendus sur les communes AOP du Limousin, puisque nous sommes, je rappelle, sur un bassin versant avec des communes, et on est un département avec AOP Pomme Golden du Limousin. Et donc si on prend les municipalités concernées par cette appellation, eh bien, finalement, on retrouve 80%, un peu même plus de 80% de pesticides organiques vendus. Alors que, je rappelle, les pommes Golden du Limousin ne représentent finalement que 0,7% de la surface agricole utilisée. Si on continue sur cette base de données, et si on regarde le top 6 des pesticides vendus sur ce bassin versant, ces 6 molécules sont caractéristiques du bassin versant. En effet, on retrouve une majorité de fongicides. Donc sur les top 6, on en trouve 5, et un herbicide. Si on s'intéresse par exemple au captane, la première molécule la plus vendue sur ce territoire, elle est classiquement utilisée pour les maladies de feuillage ou les maladies du fruit, le mildiou et d'autres maladies. Si on regarde le troisième, le quatrième pesticide le plus vendu, c'est aussi des pesticides, des fongicides utilisés pour certaines maladies, pour la pomiculture. Ensuite, le seul herbicide, je ne vous le présente pas, je pense que tout le monde le connaît ici, c'est le glyphosate, qui peut être utilisé
pour les particuliers, mais ici, on va plus l'utiliser pour les cultures céréalières et pour le désherbage interrang sur la culture de la pomme. Et si on prend la somme du top 6 des pesticides, cela représente 65 à 80% de la part des produits des pesticides organiques vendus sur le territoire. Donc maintenant, je vais présenter les 2-3 outils, c'est-à-dire la zone d'étude, l'échantillonnage et la Banque nationale des ventes. Je vais vous proposer plutôt une méthodologie. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer, comment faire pour... Qu'est-ce que la Banque nationale va nous apporter dans notre étude? Donc, premièrement, on fait un échantillonnage, alors qu'il soit classique ou passif. Ils ont tous les deux des avantages et des inconvénients. Nous, on aura choisi l'échantillonnage passif. Et en plus, derrière, on analyse avec de la spectrométrie de masse et on fait du quantitatif sur les 45 pesticides. Donc ça, c'est le côté classique. Et maintenant, on va utiliser la Banque nationale des ventes pour revenir sur nos analyses, sur retraiter les chromatogrammes qu'on avait injectés, les échantillons qu'on avait analysés 2-3 ans avant, par rapport à ce que la Banque nationale de vente nous indiquait. Par exemple, si on prend le top 20 des ventes sur ce territoire, on remarque que finalement, le laboratoire analysait que 4 molécules en continu sur les 45, 4 molécules qui sont dans le top 20. Mais il manque les premières molécules qu'on n'analysait pas, qu'on ne suivait pas. Et c'est ce travail-là qu'on va essayer de récupérer ces molécules manquantes. Donc, dans un premier temps, on va appliquer cette méthodologie. Dans un premier temps, l'analyse quantitative, donc classique. Donc, sur notre site 1, voilà ce qu'on obtient sur la quantification des molécules. Donc, on en a une qui ressort plus que les autres. C'est de l'analyse quantitative classique. Maintenant, qu'est-ce que nous apporte la Banque nationale des ventes? Vous l'avez en bas à droite. Et on va essayer de prendre quelques exemples pour voir si on arrive à voir le lien entre les deux. Donc prenons par exemple le cas de la Lachlore qui a été vendu en 2012. Ben, finalement, on le trouve seulement en 2013. Alors, c'est une molécule non persistante avec un log de KW qui est assez haut. Donc, cela peut s'expliquer. Si on prend le cas du diméthanamide, qui est vendu toutes les années de 2012 à 2014, avec même une augmentation en 2014 et 2013, on arrive à le quantifier qu'en 2014. Donc lui aussi est peu persistant, cela peut peut-être s'expliquer. Et enfin, on a l'imidaclopride, donc la molécule la plus quantifiée durant les 3 années de suivi. Et si on regarde la BNVD, ben finalement, on trouve qu'elle a été vendue dans des très faibles concentrations, dans des très faibles proportions. Mais c'est une molécule très polaire et très persistante, donc potentiellement qu'on retrouve plus facilement. Donc déjà, on commence à voir le lien entre quantification et base de données de la BNVD. Sur le site 2, on refait la même démarche. Voilà ce qu'on a quantifié, voilà ce que nous donne la Banque nationale des ventes. Et on reprend des exemples. Donc l'acétochlore qui a été vendu en 2012, on le quantifie en 2012. L'isoproturon qui a été vendu un peu plus en 2014 qu'en 2012, on le retrouve en 2014. Donc finalement, on arrive facilement à lier Banque nationale des ventes et quantification des pesticides. Alors pas de façon proportionnelle entre les ventes et la quantification, mais qui peut être expliqué par tout ce qui est propriété intrinsèque des molécules. Donc la première partie de quantification est faite. Maintenant, on va récupérer donc, les chromatogrammes que nous avons analysés il y a quelques années, et on va faire une méthodologie qui a été développée au laboratoire et qui a déjà été publiée précédemment. Donc je ne vais pas l'expliquer, mais si vous voulez, on y reviendra plus tard. Qui consiste en gros à récupérer un pic qui a le plus de probabilité à donner un vrai positif. Donc, je reprends mon top 20, où nous avons toujours nos 4 molécules analysées en quanti dans le laboratoire, et nous avons quelques molécules en rouge ici qui ne sont pas échantillonnées par le PO6, donc l'échantillonnage passif. Donc eux, ça ne sert à rien de les chercher, on ne les retrouvera pas. Et enfin, il en reste quelques-unes.
Et en plus, nous avons rajouté 2 métabolites du captane, le THP et THPA, parce qu'on sait que le captane se dégrade facilement. Et si on regarde maintenant ce que nous avons obtenu sur le site 1, donc, alors j'attire votre attention, nous ne sommes plus en concentration, mais en aire de pic. On ne fait plus de la quantification, mais vraiment de la détection. Ici, on retrouve donc le S-métolachlore que nous avions retrouvé en quanti. Donc ça, parfait, ça correspond bien. Et en plus, nous retrouvons le prosulfocarbe et le boscalide, plus les 2 métabolites du captane que nous avons rajoutés sur la liste, le THPA et le THP, en sachant que le THP, on le retrouve régulièrement. Sur le site 2, on essaye de faire pareil. On arrive à détecter une fois de plus le S-métolachlore, l'isoproturon et les diméthanamides qu'on avait retrouvés précédemment en quantification. Et en plus, nous avons un herbicide de plus, le napropamide, et à nouveau un métabolite du captane, le THP. Donc ici, nous sommes en suspect screening, c'est-à-dire qu'on va plutôt détecter, mais c'est pas du 100% sûr, c'est-à-dire que pour confirmer, il faut une étape supplémentaire. Et si on regarde le THP, on s'est vite rendu compte qu'il avait la même masse molaire que le paracétamol, la même formule brute, donc la même masse molaire. Et donc finalement, qu'on était plutôt en présence d'un faux positif, puisque si on regarde le fragment que nous avions obtenu, il correspondait plus au fragment du paracétamol et pas au THP. Surtout que sur le site 1, on l'avait détecté de nombreuses fois, et nous étions sortis de station, du moins, on n'était pas très loin d'une station d'épuration. Donc, on peut confirmer que ce n'était pas du THP, mais plutôt, sans doute, du paracétamol. De toute façon, pour confirmer que ce soit du paracétamol, soit du THP, il faudrait injecter un standard pour vérifier le temps de rétention et les fragments, pour confirmer, ou non d'ailleurs, si c'est l'un ou l'autre, ou aucun des deux d'ailleurs. Donc voilà là, un petit peu pour conclure ce que je vous proposais, c'est dans une première partie de faire l'analyse classique, et dans un second temps, sans fournir de temps supplémentaire en temps d'analyse, ni d'argent, puisque tout a été déjà récupéré il y a quelques années, que ce soit 2, 3, 4 ans, on revient sur les chromatogrammes et on va fouiller plus précisément ces chromatogrammes. Alors on va fouiller dans une direction bien précise, c'est-à-dire que la Banque nationale des ventes nous indique quelles sont les molécules cherchées. Donc, au lieu de faire un screening sur toutes les molécules possibles et imaginables sur notre banque de données, on va sélectionner les 20 molécules, ou plus, si on veut, de la Banque nationale des ventes. Donc, ce que je vous propose, c'est de conclure sur le workflow que je vous proposais. Donc, l'échantillonnage passif nous permet de faire un suivi semi-continu sur les 3 années de suivi, avec des LOQ qui sont un peu meilleurs, puisqu'on place l'échantillonneur pendant 14 jours, et durant ces 14 jours, il accumule les substances. Alors si une substance est passée à un seul moment, on arrivera à la détecter, puisque durant ces 14 jours, il accumule. Et ensuite, l'apport de la BNVD sur la base, donc revenir en arrière et regarder ce que nous donne la Banque nationale des ventes et notre chromatogramme. Et enfin, comme la base nationale des ventes, la BNVD, nous indique les communes ou les départements de vente, on pourrait, sur le suivi réglementaire, incrémenter les substances vendues dans les bassins versants. Alors, il y a quelques petits, pas problèmes, mais avertissements plutôt, sur l'échantillonnage passif, par exemple, il échantillonne qu'une partie des molécules. Donc, il faudrait multiplier les différents échantillonneurs passifs pour avoir toutes les classes de composés chimiques, ou faire du ponctuel avec des extractions différentes pour avoir toutes les différentes classes de composés. Et enfin, il faut faire attention aux faux positifs, comme on vient de le voir, avec, pour s'assurer qu'on ait la présence des molécules, une confirmation avec les standards. Je vous remercie de votre attention.